Le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel provoque un choc immédiat, technique et politique dans tout le Burkina Faso. En quelques heures, l'eau baisse fortement, les coûts quotidiens augmentent et un geste administratif devient un signal de souveraineté, scruté par les marchés, les partenaires et les rues africaines locales. Pour les ménages comme pour les que change vraiment ce choix d'Ibrahim Traoré dans la gestion d'une ressource vitale au quotidien. Derrière l'acte spectaculaire, un pays mesure le prix immédiat, tout en testant la possibilité d'une autonomie plus durable face aux tensions sociales et économiques persistantes actuelles. Ce récit poursuit une promesse précise, aller au-delà du symbole pour comprendre ce que la fermeture de la rivière Sahel implique réellement pour un pays déjà sous pression. L'enjeu n'est pas de juger un geste spectaculaire, mais d'en mesurer les effets concrets, visibles et invisibles sur l'économie, la société et la capacité de décision publique. Le bénéfice pour le lecteur est clair, saisir les conséquences réelles derrière une décision politique radicale. En suivant la séquence déclenchée par Ibrahim Traoré, l'analyse distinguera ce qui relève du choc immédiat de ce qui engage des transformations plus profondes. À court terme, l'accès à l'eau, les prix et l'organisation quotidienne sont directement affectés. À moyen terme, ce sont les équilibres institutionnels, les relations économiques et la cohésion sociale qui se redessinent. Le risque est évident, fragiliser un tissu déjà vulnérable. L'opportunité l'est tout autant, révéler des marges de manœuvre longtemps occultées. L'enjeu central tient dans cette tension. Un État peut-il reprendre le contrôle d'une ressource vitale sans provoquer une instabilité durable? Chaque partie examinera comment cette décision traverse les institutions, les marchés et la vie ordinaire, en laissant ouvertes les zones d'incertitude. En moins de 24 heures, une décision administrative se transforme en choc systémique mesurable. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30%, un chiffre qui apparaît rapidement comme le premier signal tangible du basculement. Cette baisse brutale révèle une réalité longtemps masquée. Avant la fermeture, la stabilité de l'accès à l'eau reposait sur des chaînes techniques et numériques largement contrôlées depuis l'extérieur, plus que sur une maîtrise nationale réelle. Le geste d'Ibrahim Traoré agit ainsi comme un révélateur plutôt que comme une simple rupture. En ordonnant la fermeture de la rivière Sahel, il ne touche pas uniquement un flux hydraulique, mais tout un système hérité de plusieurs décennies. Depuis la fin des années 1940, la gestion de cette ressource s'appuyait sur des infrastructures conçues, entretenues et pilotées par des acteurs étrangers, avec des contrats peu lisibles pour l'État burkinabé. L'eau circulait, mais la capacité de décider comment, quand et pour qui elle circulait échappait en grande partie au pays. Avant le 10 octobre 2025, cette dépendance restait invisible dans le quotidien. L'accès semblait relativement stable, ce qui neutralisait toute remise en question profonde. Après la fermeture, la rupture met à nu l'absence de solution de rechange immédiate, des stations de pompage jusqu'aux données climatiques nécessaires à l'anticipation. Le système fonctionne tant qu'il n'est pas interrompu. Une fois stoppé, ses fragilités deviennent évidentes. Ce basculement dépasse rapidement le cadre national. Les marchés internationaux interprètent la décision comme un signal de risque accru. Des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion possibles, tandis que des entreprises opérant autour de la rivière recalculent leurs pertes potentielles. La question cesse alors d'être uniquement hydraulique pour devenir économique et diplomatique. Pourtant, cette lecture extérieure contraste avec une perception interne plus nuancée.
Pour une partie de la population, la fermeture est comprise comme une reprise de contrôle longtemps différée, même au prix d'une incertitude immédiate. La mini-révélation est là. La crise n'est pas seulement un accident. Elle expose une dépendance structurelle normalisée depuis des années. Ce contexte éclaire la suite du récit où fragilité immédiate et aspiration à l'autonomie avancent désormais côte à côte. Pour saisir l'impact concret de la fermeture, il faut quitter les communiqués et observer comment la décision se traduit dans la vie ordinaire. À Ouagadougou, dès les premiers jours, l'eau n'arrive plus de façon régulière. Les quartiers doivent s'organiser par créneaux, ajuster les usages et négocier chaque réserve disponible. Des routines simples, longtemps acquises, deviennent incertaines. Dans cet espace contraint, de nouveaux acteurs apparaissent. Des comités de quartier se forment sans plan centralisé, avec un objectif immédiat: éviter les conflits et répartir l'eau restante de manière pragmatique. Il ne s'agit pas d'un mouvement idéologique, mais d'une réponse fonctionnelle à l'urgence. Ces groupes improvisés instaurent des règles minimales, testent des solutions temporaires et comblent des vides laissés par un système interrompu trop brutalement. Plus au nord, près de Kongoussi, l'effet des est différent, mais tout aussi révélateur. L'agriculture dépend étroitement de l'irrigation, et la baisse de l'approvisionnement menace des cultures déjà fragiles. Là encore, la réaction n'attend pas une directive nationale. Des agriculteurs réhabilitent d'anciens canaux abandonnés depuis des décennies. Avec l'appui d'ingénieurs locaux, ils parviennent à maintenir une part minimale de la production. Ces microcas dessinent un rôle nouveau, celui d'acteurs intermédiaires entre l'État et la population. La fermeture agit comme un test grandeur nature des capacités internes. Elle révèle à la fois ce qui manque et ce qui existe déjà, mais restait invisible tant que le système antérieur fonctionnait. L'effet précoce est clair: une fragilité immédiate, mais aussi l'émergence de réponses locales inattendues. Avant le 10 octobre 2025, la gestion de la rivière Sahel suivait une logique routinière. Les flux hydrauliques étaient automatisés, pilotés par des systèmes techniques hérités et rarement remis en question tant que l'eau arrivait. L'État burkinabé apparaissait en arrière-plan, présent dans les discours mais peu visible dans la chaîne opérationnelle. Cette stabilité apparente créait une illusion de continuité, masquant la dépendance réelle à des infrastructures et à des décisions extérieures. La bascule s'opère à l'aube du 10 octobre. Lorsque Ibrahim Traoré donne l'ordre de fermer la rivière Sahel, l'activation est immédiate et volontairement abrupte. Des équipes techniques burkinabées, appuyées par les forces de sécurité, prennent le contrôle des stations. Les serveurs liés à la gestion hydraulique sont coupés, les systèmes automatisés sont arrêtés et la chaîne de dépendance se rompt en quelques heures. Ce geste n'est pas progressif, il est conçu comme un signal clair. La reprise de contrôle se fait sans négociation préalable. La phase de montée en tension suit presque instantanément. À l'intérieur du pays, les administrations improvisent. Les opérateurs locaux cherchent des consignes, les collectivités tentent d'anticiper les pénuries et les services essentiels ajustent leurs priorités. L'information circule de manière inégale, ce qui alimente rumeurs et inquiétudes. À l'extérieur, la surprise domine. Les partenaires économiques et institutionnels découvrent l'ampleur de la décision une fois ses effets déjà visibles. La fermeture cesse d'être un acte administratif pour devenir un fait politique international. Le point de tension maximal est atteint lorsque les conséquences matérielles s'accumulent. L'approvisionnement en eau baisse sensiblement dans plusieurs régions,
L'agriculture ralentit et les coûts logistiques augmentent. Le carburant, déjà sous pression, devient plus cher, entraînant une hausse en chaîne des prix. Les entreprises, notamment celles liées aux activités autour de la rivière, annoncent des pertes rapides. Dans certaines capitales étrangères, le ton se durcit. Des institutions financières évoquent ouvertement des mesures de rétorsion ou des suspensions de coopération. À ce stade, la décision d'Ibrahim Traoré polarise les interprétations. À l'extérieur, elle est largement lue comme un facteur d'instabilité, susceptible de fragiliser un pays déjà vulnérable. À l'intérieur, elle est de plus en plus défendue comme une rupture nécessaire avec un système hérité du passé. Cette divergence nourrit un climat d'incertitude où chaque annonce internationale est scrutée et parfois amplifiée. Puis viennent les premières répliques, plus diffuses mais décisives. Dans les jours suivants, la société commence à s'adapter. Des réseaux informels émergent, des solutions temporaires sont mises en place, et la population intègre progressivement la nouvelle réalité. L'État ajuste son discours, insistant sur la dimension stratégique du choix initial. La fermeture n'apparaît plus seulement comme un choc ponctuel, mais comme le point de départ d'un processus en cours dont l'issue reste ouverte. Ce déroulé révèle une dynamique essentielle. La décision n'est ni figée ni achevée. Elle enclenche une onde longue où chaque réaction économique, sociale ou diplomatique devient une étape supplémentaire d'un enchaînement plus vaste. Le coût immédiat est désormais mis en balance avec la promesse d'une autonomie future encore incertaine. Avant la fermeture de la rivière Sahel, les indicateurs disponibles donnaient l'image d'un système fonctionnel, sinon performant. L'approvisionnement en eau apparaissait relativement stable. Les ruptures étaient ponctuelles et absorbées sans remise en cause structurelle. Après la décision, les données deviennent plus lisibles parce que la rupture force à mesurer ce qui, jusque-là, restait diffus. Le premier basculement se lit donc dans un passage clair d'une stabilité perçue à une fragilité quantifiée. Le chiffre le plus immédiatement observable concerne l'eau. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement diminue d'environ 30%. Ce pourcentage ne signifie pas une pénurie totale, mais une contraction suffisamment forte pour désorganiser les usages. Moins d'eau implique des rotations plus courtes, des coupures plus fréquentes et une pression accrue sur les points de distribution alternatifs. En une donnée, la dépendance du système central apparaît sans filtre. Tant que le flux était continu, cette vulnérabilité restait abstraite. Une fois interrompue, elle devient mesurable. Le deuxième indicateur touche à l'énergie et aux coûts indirects. Dans les 2 semaines suivant la fermeture, le prix du carburant augmente d'environ 20%. Cette hausse n'est pas causée par l'eau elle-même, mais par l'effet en chaîne déclenché par la décision. Les incertitudes logistiques, la nervosité des marchés et les ajustements des circuits d'approvisionnement renchérissent le transport. Pour les ménages, cette évolution se traduit par une augmentation du prix des biens essentiels. Pour les entreprises, elle signifie une compression rapide des marges. Le chiffre agit ici comme un amplificateur. Il rend visible un stress économique qui se diffuse bien au-delà du secteur hydraulique. Un troisième ensemble de données concerne les acteurs économiques étrangers. Dans les 2 mois suivant la fermeture, plusieurs entreprises opérant autour de la rivière Sahel enregistrent des pertes estimées entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Cette chute rapide indique à quel point leur modèle reposait sur un accès garanti et peu contesté à la ressource.
Elle confirme également que la décision ne déplace pas simplement le problème dans le temps. Elle redistribue les coûts entre acteurs locaux et internationaux, en rompant un équilibre jusque-là favorable au second. Pris séparément, ces chiffres peuvent donc sembler alarmants. Pris ensemble, ils racontent une histoire plus complexe. Ils décrivent un choc initial sévère, mais aussi la fin d'un équilibre artificiel. Avant la fermeture, la performance apparente du système masquait son obsolescence et son inadéquation aux besoins nationaux. Après, la crise force une lecture plus honnête des rapports de dépendance. Les données jouent alors un rôle politique central. Elles servent, elles servent aux critiques pour souligner les risques immédiats, mais aussi aux défenseurs pour justifier la nécessité d'une réorganisation profonde. Les pourcentages ne tranchent pas le débat. Ils fixent un cadre. Ils montrent ce que coûte la rupture sans dire encore ce qu'elle rapportera. La question devient donc interprétative. Ces indicateurs mesurent-ils l'échec d'une décision trop brutale ou le prix transitoire d'une transition vers une gestion plus autonome? À ce stade, les chiffres ne livrent pas de verdict définitif. Ils dessinent un champ de contraintes dans lequel les choix futurs pèseront davantage que les données elles-mêmes. La fermeture de la rivière Sahel a cristallisé deux lectures cohérentes et largement partagées, chacune s'appuyant sur des faits observables. La première, défendue par des économistes internationaux et certaines institutions financières, met en avant le risque systémique. Selon cette analyse, l'interruption brutale d'un flux vital désorganise l'économie réelle. La baisse de l'approvisionnement en ralentit l'agriculture, perturbe les services urbains et alimente l'inflation. La hausse des coûts du carburant et la contraction des marges des entreprises sont interprétées comme des signaux précoces d'une spirale négative. Dans ce cadre, la décision accroît l'incertitude, décourage l'investissement et fragilise un pays déjà exposé à des tensions sécuritaires et sociales. L'argument est linéaire. Une rupture non préparée augmente les vulnérabilités plus vite qu'elle ne crée des capacités nouvelles. La seconde lecture, portée par de nombreux analystes africains et des acteurs locaux, inverse le raisonnement. Elle part du constat que la stabilité antérieure était trompeuse. L'accès régulier à l'eau reposait sur des infrastructures obsolètes, contrôlées par des intérêts extérieurs et peu adaptées aux besoins nationaux. Dans cette perspective, la fermeture n'est pas une imprudence, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle. Le choc est assumé comme un coup d'entrée. Les pertes économiques à court terme sont considérées comme le prix à payer pour récupérer une capacité de décision et construire une résilience durable. L'argument central est que maintenir un système inefficace aurait prolongé une fragilité invisible, plus dangereuse à long terme. Ces deux positions s'accordent sur les faits, mais divergent sur le calendrier et la hiérarchie des risques. Les chiffres de baisse de l'eau, d'inflation et de pertes pour les entreprises sont partagés. Ce qui change, c'est leur interprétation. Les critiques y voient des alertes à contenir immédiatement. Les défenseurs y lisent la preuve que l'équilibre précédent était intenable. La réponse la plus solide se situe entre ces pôles. La décision associée à Ibrahim Traoré crée des risques réels et mesurables, mais elle révèle aussi des marges de manœuvre jusque-là occultées. Le véritable enjeu n'est pas de trancher entre audace et imprudence, mais d'évaluer la capacité de l'État à transformer un choc subi en trajectoire maîtrisée, avant que les coûts sociaux ne deviennent irréversibles.
Le centre de gravité du débat se déplace ainsi de l'acte initial vers l'exécution dans le temps. Ce basculement ne vient pas d'une annonce officielle, mais d'un déplacement progressif du centre de gravité. Au fil des semaines, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue uniquement comme une décision imposée par le sommet de l'État. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance, parfois sans coordination explicite. Ibrahim Traoré reste le déclencheur de l'acte initial, mais l'évolution du rapport de force ne se joue plus seulement à son niveau. Là où les structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux locaux prennent le relais. Comités de quartier, coopératives agricoles, ingénieurs indépendants et responsables communautaires comblent les vides laissés par l'interruption du système précédent. Leur légitimité ne repose pas sur un mandat formel, mais sur leur capacité à agir rapidement et à maintenir un minimum de continuité. Cette dynamique modifie la lecture de la crise. La fermeture n'apparaît plus seulement comme un risque économique ou un symbole politique. Elle agit comme un déclencheur de recomposition. Des compétences longtemps sous-utilisées deviennent visibles. Des responsabilités autrefois diluées se concentrent à des échelles intermédiaires. Ce point médian marque un changement qualitatif. La question centrale n'est plus seulement de savoir si la décision était justifiée. Elle devient: comment ce nouvel équilibre, fragile mais réel, va-t-il peser sur les conséquences concrètes pour l'économie, la société et la stabilité régionale? À partir de là, l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus uniquement de gérer une rupture, mais de comprendre ce qu'elle permet de faire émerger et à quel coût. Pour l'État burkinabé, la fermeture de la rivière Sahel se traduit d'abord par une épreuve de crédibilité opérationnelle. L'affirmation de souveraineté portée par Ibrahim Traoré impose une pression constante sur les administrations, sommées d'assurer un minimum de continuité malgré des moyens limités. Maintenir l'ordre, arbitrer les priorités et répondre aux attentes sociales devient un exercice d'équilibriste. Chaque dysfonctionnement est immédiatement interprété comme un test de la capacité de l'État à assumer les effets de sa propre décision, tandis que les tensions diplomatiques compliquent les marges de manœuvre budgétaires et techniques. Pour les entreprises, l'impact est rapide et contrasté. Les sociétés directement dépendantes de l'eau voient leurs coûts augmenter et leurs chaînes de production se désorganiser. Certaines entreprises étrangères enregistrent des pertes importantes, ce qui conduit à des gels d'investissement ou à des retraits partiels. En parallèle, des acteurs locaux, parfois informels, occupent les espaces laissés vacants. Cette recomposition crée de l'incertitude, mais elle ouvre aussi des opportunités pour ceux capables de s'adapter à un environnement moins stable, mais plus ouvert à l'initiative locale. Les ménages ressentent la décision de manière plus immédiate encore. La baisse de l'approvisionnement en eau modifie les routines quotidiennes, tandis que la hausse des prix du carburant renchérit le coût de la vie. Dans les zones urbaines, les dépenses contraintes augmentent et les stratégies d'adaptation se multiplient. La solidarité joue un rôle central, mais elle reste fragile si la situation devait se prolonger. Dans les zones rurales, la pression se concentre sur les revenus agricoles, déjà vulnérables aux aléas climatiques et économiques. À l'échelle régionale, enfin, la décision agit comme un signal politique. Les pays voisins observent attentivement les effets de ce choix souverain. Certains y voient un précédent risqué, susceptible de déstabiliser des équilibres partagés. D'autres l'interprètent comme une tentative audacieuse de reprendre le contrôle de ressources stratégiques.
Le geste d'Ibrahim Traoré nourrit ainsi un débat plus large en Afrique de l'Ouest où la frontière entre coopération et affirmation nationale reste délicate. Ces 4 niveaux d'impact montrent une réalité imbriquée. La fermeture ne produit pas un effet unique mais une série de conséquences interdépendantes. Ensemble, elles redéfinissent les priorités, les rapports de force et les attentes envers l'État, dans un contexte où chaque ajustement compte. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à contenir les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques et à une coordination minimale avec les acteurs locaux. L'approvisionnement en eau reste contraint mais devient plus prévisible. L'inflation ralentit sans disparaître et les tensions diplomatiques persistent sans basculer vers un isolement total. Cette trajectoire exige une gestion constante de l'urgence et une capacité à éviter l'épuisement social, tout en acceptant une croissance ralentie. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond dans l'organisation des capacités internes. La crise agit alors comme un accélérateur de réformes pragmatiques. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales montent en puissance et de nouveaux partenariats régionaux émergent, centrés sur l'échange de données et de savoir-faire plutôt que sur la dépendance contractuelle. La gestion de l'eau devient plus décentralisée et mieux adaptée aux réalités territoriales. Dans ce cadre, la décision initiale est réinterprétée comme un point de départ. Les coûts initiaux restent élevés, mais ils sont progressivement compensés par une amélioration de la résilience et une crédibilité accrue sur la scène régionale. Le scénario pessimiste repose sur l'hypothèse d'une accumulation de blocages. Les infrastructures peinent à être réhabilitées, les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. L'augmentation durable des prix, combinée à des pénuries prolongées, alimente des tensions internes difficiles à contenir. Dans ce cas, la fermeture cesse d'être perçue comme une étape stratégique pour devenir un facteur d'instabilité chronique. La défiance s'installe, les investissements se contractent durablement et les marges de manœuvre politiques se réduisent. Face à ces trajectoires, une recommandation de fond s'impose: ne pas confondre vitesse et précipitation. Si l'autonomie est l'objectif, elle nécessite des séquences claires, mesurées et réversibles. Si des choix techniques sont faits trop vite, alors les coûts sociaux risquent de dépasser les bénéfices attendus. Si, au contraire, les ajustements sont différés, alors l'incertitude peut s'enraciner. La question déterminante n'est pas de savoir quel scénario se réalisera, mais quelles décisions prises aujourd'hui orienteront progressivement le pays vers l'un ou l'autre dans un contexte où chaque mois compte? Pour les jeunes urbains, la fermeture de la rivière Sahel se traduit par une rupture immédiate des routines. Les coupures d'eau, la hausse des prix et l'irrégularité des services accentuent un sentiment d'incertitude déjà présent. Pourtant, cette contrainte produit aussi des formes d'engagement nouvelles. Des réseaux d'entraide se structurent autour de solutions pratiques, parfois temporaires, parfois plus durables. La crise devient un espace d'apprentissage collectif, où l'organisation quotidienne révèle une capacité d'adaptation rarement visible en période de stabilité. Les familles rurales vivent la situation sur un autre registre, plus directement lié à la subsistance. L'eau conditionne les récoltes et, par ricochet, les revenus. Toute perturbation se répercute immédiatement sur l'économie domestique.
Dans ce contexte, l'adaptation passe par la réactivation de savoir-faire anciens et par une entraide renforcée. Des pratiques abandonnées réapparaissent non par nostalgie, mais par nécessité. Cette résilience discrète limite les pertes à court terme, sans toutefois offrir de garantie si la situation devait durer. Un troisième public joue un rôle croissant, les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs centraux de la transition. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures, contourner les pannes et proposer des ajustements réalistes. Cette montée en responsabilité redéfinit la place du savoir technique dans la gestion des ressources et renforce l'idée qu'une autonomie opérationnelle passe aussi par la valorisation des compétences nationales. Ces publics ne partagent ni les mêmes priorités ni les mêmes marges de manœuvre. Ils convergent toutefois sur un point essentiel. La souveraineté n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans les gestes quotidiens, les arbitrages locaux et la capacité à tenir face à l'incertitude. La crise agit ainsi comme un miroir social. Elle révèle ce que chacun est prêt à faire et à supporter pour préserver un équilibre devenu instable. À ce stade, la question n'est plus seulement celle du diagnostic, mais celle d'un chemin praticable pour transformer une rupture en processus gouvernable. Une sortie durable de la crise suppose une séquence claire, avec des responsabilités identifiables et des objectifs mesurables. Le premier levier consiste en un audit opérationnel des infrastructures hydrauliques existantes mené par des équipes nationales avec un appui technique ciblé. Cet audit doit établir ce qui fonctionne encore, ce qui est obsolète et ce qui peut être réparé rapidement. L'enjeu n'est pas l'exhaustivité, mais la visibilité nécessaire pour décider. La deuxième étape repose sur le renforcement des capacités locales. Former et retenir des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires devient une priorité immédiate. Des programmes courts, orientés vers la maintenance et l'adaptation aux contraintes locales, permettent de réduire la dépendance opérationnelle. Cette montée en compétences raccourcit la chaîne de décision et augmente la réactivité face aux incidents. Troisièmement, la coordination avec les acteurs communautaires doit être formalisée. Les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus, à condition de disposer de règles simples, de moyens limités mais stables et d'indicateurs partagés. Cette reconnaissance institutionnelle réduit les frictions et améliore la distribution de l'effort collectif. Un quatrième levier concerne la coopération régionale. Sans céder le contrôle stratégique, le Burkina Faso peut partager des données, des alertes et des solutions techniques avec ses voisins. Cette approche diminue les risques de tensions inutiles et renforce la crédibilité du pays sur la scène régionale. Enfin, un système de suivi mesurable doit être mis en place. Délai de réparation, accès à l'eau, stabilité des prix, quelques indicateurs suffisent pour ajuster la trajectoire. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est plus seulement d'associé à la rupture initiale, mais à la capacité de transformer une décision risquée en processus pilotable, où chaque étape est évaluée avant d'être étendue. Revenir au point de départ impose une image simple, presque banale. Celle des canaux d'irrigation remis en service à la hâte, évoquée plus tôt, où quelques gestes précis ont permis de faire circuler l'eau malgré l'arrêt du système central. Cette scène résume mieux que de longs discours ce que révèle le 10 octobre 2025. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une fracture, mais c'est dans cette fracture que des capacités longtemps sous-estimées sont apparues. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité.
il devient un révélateur. Il montre comment une société réagit lorsque les certitudes disparaissent et que la dépendance devient visible. Ingénieurs locaux, agriculteurs, habitants des quartiers urbains ont transformé une contrainte brutale en action concrète, sans attendre une solution idéale ni un cadre parfaitement stabilisé. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme le maître absolu du processus que comme son déclencheur. Une fois l'acte posé, la dynamique lui échappe en partie. La souveraineté cesse d'être un mot d'ordre abstrait pour devenir une pratique quotidienne, imparfaite, parfois coûteuse, mais réelle. Elle se construit dans l'ajustement, l'apprentissage et la capacité à tenir malgré l'incertitude. Ce qui demeure, au-delà des chiffres et des débats, c'est cette bascule silencieuse. Un pays qui cesse d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs commence à agir par lui-même. La souveraineté commence là précisément quand l'attente s'arrête. Au terme de cette séquence, une évidence s'impose. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement la fermeture d'une rivière. L'acte initial a ouvert un débat plus large sur la manière dont un pays reprend prise sur ses ressources, sur ses choix et sur son avenir collectif. Ibrahim Traoré a posé un geste qui oblige à sortir des lectures simplistes entre héroïsation et condamnation automatique. La réalité observée est plus complexe, faite de coups immédiats, d'adaptations progressives et de tensions encore non résolues. Cette situation invite à une réflexion plus large, au-delà du seul cas burkinabé. Comment juger une décision souveraine lorsque ses effets sont à la fois déstabilisants et porteurs de recomposition? Où placer le curseur entre sécurité à court terme et autonomie à long terme, sans céder ni à l'urgence ni à l'idéologie? Plutôt que de conclure par une certitude, il s'agit d'ouvrir un espace de discussion, observer, comparer, débattre, avec nuance et esprit critique. La trajectoire du Burkina Faso reste en construction. Elle mérite d'être suivie attentivement, car elle éclaire des dilemmes auxquels d'autres sociétés seront tôt ou tard confrontées.